travaillé. Il y a eu un très grand nombre d'avis. Comme on est entre nous en toute transparence, c'est pas un des sujets sur lesquels on est bon. Simplement parce que le principe de notre activité, c'est une recherche maximale du consensus. On n'est pas très saillant, c'est-à-dire on va dire que le dérèglement climatique, c'est l'impératif mondial de l'humanité, et puis en article 2, que ça ne doit pas nuire à la compétitivité des entreprises. Ensuite, il y a les pays de l'Est qui vont dire que par rapport aux combustibles fossiles, il faut une période de transition, etc. Donc voilà, c'est pas un sujet sur lequel on peut se mettre en avant. Les points par contre sur lesquels on a une plus-value, c'est d'abord une grande diversité des approches. C'est-à-dire que sur le sujet climat, on a travaillé beaucoup sur la notion de justice climatique, parce qu'on est à peu près persuadé qu'on n'arrivera pas à vraiment aller sur le dérèglement climatique si on ne prend pas en compte les aspects sociaux. Et donc ça fait partie des thèmes importants. On a travaillé sur la diversité des pays, par exemple sur les zones Afrique, Caraïbes, Pacifique, pour ce qui est de la France. On a travaillé sur les problématiques de finance, innovation, investissement socialement responsable. On a travaillé sur des problématiques de matériaux rares, de batteries. Mon collègue Bruno Choix a fait un avis, a voté à l'unanimité justement sur la création d'une filière batterie électrique en Europe. Özlem Yildirim, qui est groupe 2, a travaillé sur les enjeux géopolitiques, les questions de paix, sur un avis qui a été voté en tout début de cette année, au mois de janvier. Et puis on a travaillé sur la diplomatie climatique, parce qu'on pense qu'on a là un sujet aussi très important, parce qu'on n'arrivera pas à embarquer l'Europe si on ne se dote pas d'une vraie diplomatie climatique. Pour prendre un seul exemple, au ministère des Affaires étrangères du Danemark, petit pays s'il en est, vous avez 12 chargés de mission climat. Pour ce qui est du service d'action extérieure de la Commission européenne, il y a juste 6 personnes qui sont en charge de ce sujet. Donc c'est vraiment l'idée que voilà, on peut travailler seul dans l'Union européenne sur le sujet. Si on veut une réelle efficacité au niveau international, on doit se doter d'une diplomatie climatique. Alors je vais parler du sujet que vous avez annoncé de manière plus précise, parce qu'il est important, il est récent et il est innovant. C'est vraiment comment embarquer le consommateur dans la transition écologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Pour le dire en 15 secondes, c'est un sujet qui est totalement neuf, parce que dans l'histoire même de l'Union européenne, c'est un sujet sur lequel l'Europe n'a jamais travaillé. Les problématiques de consommation, la création d'une entité en charge de la consommation en Europe, c'est 89, l'environnement c'est 86 avec la CNIC, et c'est vraiment en 92 avec Maastricht que les sujets consommation-environnement ont été mis à l'agenda de la Commission européenne. Et c'est vraiment seulement depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis 2022, que le sujet il a vraiment pris une importance majeure, avec deux séries de textes. Le premier, c'est 22 mars 2022, autour de... Le texte principal, c'est Empowering Consumer in the Green Transition, faire du consommateur un levier de la transition écologique. Et puis le deuxième, qui est sorti mars 2023, donc pour dire que c'est très récent, c'est sur allégations environnementales trompeuses et droit à la réparation. Là où c'est important, peut-être 2 points à signaler sur ces 2 textes. Le premier, c'est qu'il y a une réelle logique. D'abord parce qu'à aucun moment on peut considérer que ce sont des one-shots. Toute cette série de textes sur le rôle du consommateur, elle a été annoncée dans le Green Deal de novembre 2019. Elle était annoncée dans le plan d'action économie circulaire de mars 2020. Elle était dans le nouvel agenda du consommateur de novembre 2020. Donc on voit que voilà, il y a un emboîtement cohérent, il y a une vraie dynamique, il y a une logique de l'Union européenne à faire du consommateur justement un levier de la transition écolo. Et puis le deuxième point qui est à signaler, c'est qu'il y a aussi un parfait emboîtement, une forte logique dans la prise en compte de ces différents textes. C'est-à-dire que le sujet consommation, il est pris à l'origine le plus en amont possible avec la directive éco-design sur l'éco-conception, pareil, c'est mars 2022, avec une meilleure information du consommateur. Donc c'est 2 propositions de directive de mars 2022, donc faire du consommateur un levier de la transition écolo, et puis le deuxième, c'est allégation environnementale, donc Clean Claim, et puis le troisième, c'est celui de mars 2023 qui est sur le droit à la réparabilité. Donc on voit qu'en amont, au moment de l'acte d'achat, avec une meilleure information, et en fin de vie du produit avec droit à la réparation, on touche maintenant l'ensemble des sujets. Alors l'approche, elle est super intéressante, parce que la Commission part de
de l'hypothèse, du constat peut-être, que le consommateur a une volonté d'agir, mais n'a pas les moyens de le faire. Pour le dire clairement, document d'étude d'impact de la Commission européenne, 68% des consommateurs européens disent « je souhaiterais davantage prendre en compte les problématiques environnementales quand je fais mes courses », 68%, mais 61% disent « mais en fait, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. » Voilà, j'ai pas d'informations. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut apporter une meilleure information du consommateur. Et peut-être deuxième et dernier chiffre, c'est sur les labels environnementaux. Là aussi, étude Commission européenne. Il existe 232 éco-labels en Europe, 232. La moitié ne repose sur aucune justification. C'est-à-dire on a des labels qui sont totalement autoproclamés. Donc l'idée, c'est on informe mieux le consommateur sur, alors ça va être indice de durabilité, indice de réparabilité, en tout cas information sur durabilité, réparabilité du produit, information sur l'impact environnemental du produit de consommation, et puis essayer de mettre un peu de l'ordre justement sur les écolabels. Et peut-être dernier point, et là ça a été voté il y a à peine 2 mois donc c'est acté en trilogue justement Commission, Conseil et Parlement, c'est justement sur mieux informer le consommateur, faire du consommateur un levier de la transition écolo, et avec un point important, c'est la création d'un socle européen commun dans la lutte contre le greenwashing. Pour le moment, chaque pays a ses propres règles. Pour le coup, la France est un peu en avance, justement, avec la recommandation de développement durable de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Là, l'idée, c'est la publicité, les communications commerciales ne connaissent pas de frontières. Donc, essayons de faire en sorte que les 27 pays de l'Union européenne puissent aller un peu dans le même sens pour ce qui est d'avoir, justement, ce socle directif pour une meilleure information au moment de l'achat et puis dans les informations qui lui sont transmises. Merci. Je reviens juste 2 secondes sur le petit échange qu'on a eu rapide. Je ne sais pas si vous avez vraiment entendu ce que j'ai dit, parce que vous avez répondu en disant oui, les consommateurs n'ont pas forcément la bonne information et ne savent pas aller chercher l'information. Mais moi, j'intègre une chose que vous n'avez absolument pas évoquée et qu'on évoque souvent ici, c'est la question du pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des moyens de communication sur les produits, il y a aussi les moyens du portefeuille. Et ça, si on veut pouvoir respecter tout ce que vous nous avez évoqué, qui part d'un excellent sentiment, c'est comment on permet à nos consommateurs, puisque c'est eux qui sont visés par l'Union européenne, comment on vise nos consommateurs avec cette notion de pouvoir d'achat. Alors, les 4 textes dont j'ai parlé sont vraiment sur apporter une meilleure information. On n'est pas là sur des problématiques de prix, donc c'est pour ça que je n'ai pas cité le sujet. Mais par exemple, je prends un seul exemple qui est celui de l'information sur la durabilité du produit. Là, on a testé. C'est une étude qui a été lancée aussi, ça fait partie de nos prérogatives. On a la possibilité de lancer des études européennes. Et donc, on a fait une étude sur l'information sur la durabilité des produits sur 3000 consommateurs européens en Benelux, en Tchéquie et en Espagne. Et on a testé le fait que le consommateur avait une information sur la durée de vie du produit. Et dans les choses qui nous ont agréablement surpris dans les résultats, c'est qu'initialement on avait l'hypothèse que les personnes les plus défavorisées, en fait, étaient un peu pris avec le couteau sous la gorge et achetaient toujours les produits bas de gamme, les moins chers, et n'allaient pas faire attention. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le consommateur est toujours un peu plus intelligent qu'on l'imagine et comprend qu'en fait son intérêt, c'est peut-être de payer un tout petit peu plus cher, de serrer peut-être encore un peu plus la ceinture pour acheter le produit le plus cher. Et donc le fait d'avoir cette approche peut-être un peu environnementale sur le produit, apporter une information sur le fait que le produit va durer un peu plus longtemps, on voit que le consommateur il est prêt à faire un peu cet effort d'acheter un peu plus cher pour un produit plus durable parce qu'il voit que c'est son intérêt. Je vais passer la parole à Daniel Grémillet, à Valérie Boyer. Vous travaillez sur tout type de produit. Votre stratégie, elle est sur tout type de produit, pas seulement sur l'agroalimentaire, sur l'alimentaire. Sur l'électroménager, sur les valises, sur les vêtements, etc. Tous les produits, d'accord. Ok. Ouais. Sur les produits financiers aussi, oui, d'accord. La réparabilité des matériels a soulevé un autre problème, c'est celui de la disponibilité de la main-d'œuvre pour réparer. Du coup, ça entraîne une autre réflexion et un autre programme sur la formation et sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Alors, Daniel, tu voulais prendre la parole pour dire quelque chose, et puis ensuite Valérie Boyer.
Oui, c'était plus sur l'agroalimentaire, effectivement, parce que les éléments que nous avons, nous, puisque je co-préside avec ma collègue Anne-Catherine Loisier un groupe de suivi sur la loi Egalim, nous montre un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'entre le discours du consommateur et la réalité de ce qu'il met dans son caddie, on s'aperçoit que c'est très différent. On a eu l'exemple avec les produits bio, qui tout le monde dit oui, on en veut, et en réalité, c'est pas dans le caddie. Et que globalement, l'assiette, je prends toujours l'exemple, et hélas, mon propos est vrai pas que pour les consommateurs français, mais consommateurs européens, au fil du temps, l'assiette des Français et des Européens se vide au quotidien. Si on prend l'exemple du poulet, si on prend l'exemple de la côte, enfin, de l'agneau, etc., il y a de moins en moins de produits qui viennent de... Donc, entre le dire je suis prêt à payer plus cher et la réalité des achats, c'est un peu différent. Et moi, j'étais un peu... Enfin, je vais maîtriser mon propos, surpris quand vous avez évoqué effectivement tous ces labels, et en fait, c'est de l'affichage. Mais il n'y a rien. Donc, non, mais c'est... Voilà, je suis... Pour répondre, effectivement, j'ai vraiment parlé la proposition de directive européenne, faire du consommateur un levier de la transition, c'est sur les produits de consommation. Ça ne touche pas les produits alimentaires. Et l'étude qu'on a faite, c'est 9 catégories de produits hors alimentation. Et puis juste dans les petites choses qui nous ont surpris, c'est le produit sur lequel ça marche le mieux, c'est-à-dire sur lequel la corrélation est la plus forte, c'est les valises. Et après, on voit la machine à laver, les valises. C'est-à-dire vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher si vous êtes persuadé que votre valise, elle va durer 5-10 ans et pas qu'elle va claquer 1 an ou 2. La compensation du bilan carbone. Ouais, je sais pas, peut-être. Et là où ça marche pas du tout, le seul sur lequel ça marche pas du tout, c'est les téléviseurs. C'est-à-dire les gens ne sont pas prêts à payer plus cher un téléviseur, même s'ils savent qu'il va durer 10 ou 15 ans. Donc, ça fait partie des petites surprises qu'on a eues. Valérie. Pardon, moi ma question c'était sur l'étiquetage mais des produits alimentaires. Donc c'est hors de propos avec votre mission parce que quand j'étais députée, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup bossé et honnêtement, c'est un enfer aujourd'hui. Et c'est vrai que les pressions de l'Europe pour pas bouger sont quand même extrêmement fortes, alors que je crois que les Français voudraient simplement savoir ce qu'ils mangent, savoir ce que l'on mange, ça nous est interdit et je pense que même démocratiquement, c'est scandaleux. Enfin, on a tous des dizaines et des dizaines d'exemples. L'autre fois chez Carrefour, j'ai trouvé des oignons du Chili. Des oignons, mais c'est pas possible. Donc j'ai regardé, j'ai pris la photo, je crois que j'ai même fait un tweet, et c'était tout à côté oignons de Roscoff. Et c'était marqué Made in France. Ben, c'est pas possible. Mais je trouve ça même honteux Donc, voilà. Et sans compter l'incompréhension à la lecture des étiquettes. Et je pense que pour moi, je trouve que c'est un sujet majeur de pouvoir d'achat. Et même de respect, de respect tout court du consommateur. Avec l'idée qu'on n'est pas dupe, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de déclaratifs dans ce que peuvent dire les consommateurs sur leur ancrage environnemental pour acheter avant tout des produits environnementaux. Mais c'est le pari qu'on prend, c'est donner une meilleure information, puis on va voir. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a cette volonté d'agir, donc voilà, on joue le jeu, et puis on voit. Oui, mais justement, c'est justement cette idée on va mieux informer le consommateur, lui donner de l'information sur est-ce que son produit il est réparable. Là, par exemple, ce qui a été voté au Parlement européen sur la réparabilité des produits, c'est super important parce que ça aide le consommateur à, un peu comme en France, avec l'affichage de la réparabilité, avoir une information, est-ce que mon produit est réparable? Et les résultats qu'on peut avoir en France montrent que ça fonctionne. Deuxièmement, c'est là ce qu'on a demandé et obtenu et ce qui a été voté, c'est qu'un produit non réparable n'aura plus sa place sur le marché intérieur européen. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et dans les bonnes nouvelles, c'est que l'avis que nous on a préparé au Comité économique social européen, qui a été repris quasi mot pour mot par le Parlement européen, va assez loin, c'est-à-dire dans l'idée que si le consommateur, son produit tombe en panne, il y a une prévalence de la réparation sur le remplacement.
Il y a des points qu'on considère importants, qui n'étaient pas prévus dans la proposition de directive. C'est un peu des... Bruno nous a beaucoup aidé pour ça, c'est le fait de jouer contre les manœuvres un peu cachées de certaines grandes entreprises internationales, clairement Apple, qui empêchent la réparation par des pratiques de sérialisation. La sérialisation, c'est ce qui fait que votre produit, vous ne pouvez le faire réparer que chez un distributeur agréé Apple, qui va vous mettre des produits, des prix qui sont complètement rédhibitoires. Donc il y avait tout un certain nombre de sujets qui n'étaient pas prévus au départ, sur lesquels le comité a travaillé, et au final, le texte est repris tel quel, et c'est demain ce qui sera dans la commission. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais à vous écouter, ça suscite, et qui va rebondir sur les propos de madame, sur la formation, puisque en France, il ne vous a pas échappé qu'on a mis tout un dispositif de REP, et notamment, alors il y a eu toutes ces campagnes de communication plus ou moins pertinentes et des normes d'ailleurs aussi plus ou moins pertinentes suivant la longueur de votre fermeture éclair, vous avez le droit à tel pourcentage d'aide. Mais est-ce que vous avez regardé aujourd'hui la faisabilité du dispositif? J'habite dans une ville de 120 000 habitants. J'ai cherché si je pouvais trouver un cordonnier agréé ou une mercière, enfin une couturière agréée. Bah, écoutez, c'est simple. Le seul endroit où on peut aller faire réparer et bénéficier du bonus réparation, c'est chez Zara. Je suis désolée, mais enfin, j'ai pas l'impression, déjà quand on achète un vêtement chez Zara, le coût d'aller changer la fermeture éclair, je pense, doit être complètement disproportionné par rapport au coût d'achat du vêtement. On n'est pas de, puis si c'est pour aller inciter les consommateurs à aller chez Zara, je pense qu'on a tout perdu dans la logique de REP. Et le maire d'une autre grande ville me disait qu'il avait fait lui-même le même constat. Donc en fait, si on édicte des beaux principes, mais que derrière, la mise en œuvre opérationnelle, elle est inexistante, ou alors que c'est pour aller conforter justement ce sur quoi on vise à lutter, on a tout perdu, puisque finalement, le consommateur, il paye cette REP dans l'achat initial, et il n'en tire jamais les bénéfices, puisqu'en fait, c'est vraiment pas opérationnel dans la mise en œuvre. Voilà, c'était juste pour rebondir. Alors... Une minute, alors je vais faire vite parce que quand je commence, je suis relativement bavard aussi. Donc moi je suis Bruno Choix, je vais pouvoir, donc je fais partie du groupe 1 au CESE, je vais pouvoir vous répondre parce que j'ai été nommé par l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, et on travaille sur le label réparateur, dont les couturières font partie, dont les techniciens réparation électroménagers font partie, et on est en grande guerre, notamment avec les grands aussi de la grande distribution, parce qu'il y a Boulanger, Darty et compagnie qui se disent réparateurs aussi, alors qu'ils en sont loin aussi. Ils font sous-traiter par des indépendants, ils les font saigner et ils en tirent les bénéfices. Donc je suis assez remonté là-dessus aussi. Pour les couturières, je travaille avec l'UNACAC sur le sujet, qui est le syndicat des couturières. Pour l'automobile, on parlait tout à l'heure d'inflation et de coûts pour l'accessibilité à tout le monde. On le voit bien aujourd'hui, la problématique de l'accessibilité aux véhicules électriques à tous, qui est une aberration. Les constructeurs n'ont jamais gagné autant d'argent en vendant très peu d'automobiles, puisque le coût de l'automobile est tellement élevé aujourd'hui. Alors je vous en deux mots vite fait pour qu'on nous en arrivons là. Auparavant, la rentabilité de l'automobile se faisait pour le constructeur tout au long de la vie de l'automobile, parce qu'il y avait la réparation aussi qui se faisait sur la vente de pièces après-vente. Chose qui n'a plus lieu aujourd'hui, parce que voilà, donc ils font la marge globale au départ. Sachant qu'avant, pour faire un véhicule thermique, il faut 5 techniciens pour faire un véhicule thermique, quand il en faut 2 pour un véhicule électrique. Donc la masse salariale n'est plus là non plus, et ce qui n'empêche que les véhicules sont d'autant plus chers. On met tout sur le dos du coût des batteries, et tout ce qui est complètement faux et aberrant d'entendre ça. Enfin, je vais arrêter là parce que je pourrais en discuter. Je me tiens à votre disposition si vous voulez qu'on en échange. Je suis président de la Fédération nationale de l'automobile aussi, donc on peut en discuter aussi. Écoutez, merci, on est dans les temps, je vous en remercie parce que voilà, maintenant on monte aux questions d'actualité. Je ne sais pas si vous avez pris un billet de séance, mais voilà. Avant juste de nous quitter, je voulais saluer Florence Roussel, parce que Florence part en retraite vendredi. 40 ans d'administrateur, de vie d'administrateur, avec un parcours aussi d'expérience, l'autorité des marchés financiers, ce qui fait que dans sa compétence au Sénat, on a tous
alors je ne sais pas si tous, mais on a pu bénéficier de son expérience et de la réalité de son travail. Moi-même, pour en avoir testé, jeune sénateur entrant à la commission des affaires européennes et en charge de ces dossiers. Merci Florence pour ce temps d'année. Voilà, merci. Et merci à vous. Et puis on reste à votre disposition, soit pour ce type de réunion, peut-être une fois par an. Et sinon, s'il y a des thèmes précis dans l'ensemble des 24 membres de la délégation française, si vous avez un sujet, on peut trouver la personne qui peut être à votre service. Merci à vous.